Salut tout le monde, c'est Starter. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où cette fois on va parler autre chose que de Formule 1, mais vous verrez, on va pas trop s'en éloigner. On va parler d'un championnat monomarque qui est présent dans plusieurs pays et même au niveau international, et qui en plus propose un palmarès de pilotes rapides, réputés et au CV très long. Je veux parler de la Porsche Carrera Super Cup. Ça fait des années que le constructeur allemand forge sa réputation en sport auto et sur toutes les scènes. Oh que oui, elle a toujours su s'entourer des meilleurs pilotes de leur génération qui ont fait leur preuve dans la Coupe de promotion de Stuttgart. La liste des pilotes passés par la Super Cup et la Carrera Cup est très longue. Et dans cette liste, on peut retrouver Bernd Melander, Stéphane Ortelli, Christophe Bouchy, Colm Edegard, Timo Bernhard, René Rast, Nick Tandy, Kevin Estre, Romain Dumas, Toto Wolff, et ouais, Larry Tenvoorts, Sean Edwards, et bien d'autres encore. Parce que ça, c'est qu'une liste exhaustive. Mais ça vous donne déjà une petite idée des pilotes passés dans les championnats nationaux et internationaux de Porsche. Oh que oui, un championnat quand même, qui tire son origine d'un constat. Parce que la Coupe Porsche, elle existe depuis plus de 35 ans maintenant. Depuis 1986, si on va être vraiment exact. Elle est née, comme je vous le disais, d'un constat qui revenait chez les clients de la marque. On veut rouler en course, mais ça coûte trop cher, et on n'a pas les moyens. Ça c'est vrai, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Porsche a décidé de mettre en place une coupe de promotion monotype. Pour cela, elle doit être accessible à tous les amateurs, et il faut que tout le monde soit traité à la même enseigne. De la Clio Cup en fait. Bah si, c'est la même chose. C'est la même chose. Et ce qui est marrant, c'est que c'est une philosophie qui existe encore aujourd'hui, même si cela a évolué avec le temps, parce que quand même, du niveau amateur, on est passé à un niveau très professionnel. Mais bon, faut quand même revenir un petit peu sur les origines, un peu amateur de cette coupe Porsche. Commençons par le commencement. Au lancement de la première coupe, c'est la Porsche 944 qui sera utilisée. Plus exactement, le modèle 944 Turbo. La voiture ne coûte pas cher, elle est fiable et sa production est facile. Bah, vu que les caisses qui serviront pour la future coupe viennent de l'usine de production située à Neckarsulm, ça va aider. Les voitures sont équipées d'un Flat 4 turbo compressé qui développe 220 chevaux, puis 250 en 1987. Le moteur va garder son catalyseur d'origine, et donc rouler au samplon 95. Et tout ça pour ne pas trop polluer. J'invente pas, c'était vraiment dans le cahier des charges. Et oui, l'arrivée d'une coupe Porsche pour 1986 connaît un écho très favorable. Ces courses vont se produire en ouverture de l'ancien DTM ou de l'ADAC Super Cup. Attends, ADAC Super Cup ? Oui, alors je connaissais pas ce championnat avant d'écrire le texte, mais je trouve ça très intéressant comme championnat qui malheureusement n'existe plus, et limite pour être intéressant à regarder dans l'histoire. Avec 7 épreuves, la première année en Allemagne et une escapade à Francorchamps, le calendrier est alléchant pour les 40 participants. Ouais, 40 Porsche 944 au départ de chaque course. Et en plus, on y retrouve des profils différents, que ce soit chez les pilotes pro ou les amateurs. Le premier championnat verra le sacre de Joachim Winkelhock devant Jörg Van Hermen et Harald de Gross. On retrouve même Kurt Tim au classement général. D'ailleurs,
Si ces noms vous disent quelque chose, c'est normal. Aujourd'hui, on connaît plus les fils que les pères. D'ailleurs, la 944 verra de pilotes connus passer derrière son volant, comme Hans-Joachim Stuck ou Gerhard Müller par exemple. Et ça, c'est que pour le championnat allemand. Parce qu'en 1987, le championnat va s'exporter pour la première fois en extérieur, en France même, grâce au groupe Sonoto, importateur de la marque allemande en hexagone depuis plusieurs années. Il y a une chose intéressante parce que cette coupe française sera très francophone. Parce que déjà toutes les révisions des organes mécaniques de la voiture, elles vont pas se faire en Allemagne, mais dans les ateliers de Denis Nobeck à Manicourt. Là aussi, un nom très connu du sport auto. Et la première course de la coupe française de la 944 Turbo Cup aura lieu à Nogaro, sûrement pendant un week-end de Pâques. Allez savoir pourquoi. Sur sa grille, on retrouve René Medge, qui gagnera la coupe cette année-là, mais aussi Jean-Pierre Josso, Jean-Pierre Beltoise, Michel Maisonneuve, Jean-Pierre Malcher, Luc Rosenberg. Pardon? Déjà? Bah oui, parce que... Peut-être que Luc Rosenberg, vous le connaissez pas, je me fais une aparté, mais c'est un pilote qui a 78 ans, au moment où on tourne la vidéo en 2021, et il roule encore en course. À 78 ans. Mais si, allez voir sur les feuilles de l'Alpine Europe Cup. Je l'invente pas. Puis en plus, comme c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de croiser, il devait avoir quoi même pas 70 ans à l'époque. Un sacré personnage. Ah, c'est moi qui vous le dis. Mais revenons à notre Cup française parce que sur certaines manches, Sonoto, qui était donc promoteur, se permettait d'inviter un pilote en guest star. Ça pouvait aller d'Henri Pescarolo à Jacques Lafitte ou Philippe Alliot. C'est sympa. D'ailleurs, il faut noter que la Carrera Cup France est la deuxième coupe la plus ancienne avec la coupe originale. Par le temps, d'autres séries vont arriver avec le Japon, la Grande-Bretagne, l'Australie, l'Asie, la Scandinavie, l'Italie. On va même retrouver des challenges au Brésil ou dans les Émirats. Comme quoi, c'est une coupe qui s'est vraiment agrandie au fur et à mesure de son existence. D'ailleurs, la coupe allemande elle commence vraiment à prendre de l'ampleur parce que dès sa deuxième année en 1987, on retrouve 10 rendez-vous dont la moitié a lieu hors de l'Allemagne, avec notamment des étapes à Monza en Italie et à Jarama en Espagne. Et en 1988, la coupe est même en préambule du Grand Prix d'Hongrie de Formule 1. La 944 Turbo Cup allemande sera organisée jusqu'en 1989. En France, elle va prendre fin en 1990. Mais hors de question pour Porsche de mettre fin à sa coupe. Ça marche trop bien. Donc, le modèle évolue et va monter en gamme avec une nouvelle voiture. Une voiture qui va vraiment rentrer dans son histoire. En 1990, Porsche propose une nouvelle version de son best-seller, la 911. Il s'agit du modèle 964 Carrera 2, qui est sorti dans les concessions l'année précédente. Et encore, quand la version route est présentée, on a d'abord eu une version Carrera 4, avec transmission intégrale. Je vous raconte pas les puristes. Ah, ça a gueulé. La Carrera 2 est une propulsion dans la plus grande tradition du modèle. Et pour mettre en avant son nouveau modèle, la recette de la compétition auto marche encore. La 911 type 964 reprend la base de la Carrera 2 dans une version dépouillée tout comme voiture de course en proposant 265 chevaux dans le moteur. Ça va envoyer. Puis c'est pas fini parce qu'au fur et à mesure ça va monter les chevaux. Le calendrier de cette nouvelle formule est très germanique. Juste une escapade à Zolder est programmée. Mais en 1991, rebelote. On sort des sentiers battus avec plus de manches en dehors de l'Allemagne, avec des courses à Silverstone, Zandvoort, 2 fois en Belgique, avec Zolder et Spa-Francorchamps.
En 1992, la coupe va encore s'exposer devant le public de la Formule 1. Et là, c'est le coup de foudre entre les deux. Je ne sais pas si c'est Porsche qui est allé chercher la F1 ou la F1 qui est allé chercher Porsche. Mais en 1993 marque la naissance de la Porsche Super Cup. Cette fois, la coupe monomarque se veut internationale. Enfin, pour ses débuts, elle se produira en ouverture des Grands Prix européens et occasionnellement avec du DTM. Faut commencer doucement, hein. La voiture va changer un peu, se basant cette fois sur la Carrera RS. Elle n'est pas équipée de catalyseur ni d'ABS, mais elle garde malgré tout le même moteur. La première course inaugurale va se dérouler le 25 avril 1993 à Imola lors du Grand Prix du Saint-Marin. La course sera remportée par Uwe Olsen qui remportera 3 courses cette année, mais il devra s'incliner face à Alfred Eiger malgré une lutte sans merci pour le titre du championnat entre les deux pilotes, puisque les deux n'étaient séparés que de 2 points au classement final. 2 points. Pourtant, il y a un pilote qui va leur voler la vedette à cela. C'est Mika Häkkinen. Le jeune Finlandais à l'époque est réserviste pour McLaren avant qu'il remplace Michael Andretti au Grand Prix du Portugal la même année. Il est invité par Porsche sur 2 rendez-vous. Le premier dans les rues de Monaco et le second en Hongrie. 2 courses courues, 2 victoires. On ne peut pas faire mieux comme prestation pour une coupe monotype relevée et surtout pour un invité. Mais revenons à Olsen et Eiger. Ce dernier remporte la première Super Cup de l'histoire, puis l'année suivante, c'est fait Olsen. Là aussi, le championnat est ouvert parce que l'Allemand va se battre à distance avec Emmanuel Collard et Jean-Pierre Malcher sans que les Français ne remportent la moindre course. Mais assurant une régularité à plusieurs podiums à leur compteur, ça a aidé. Et vous imaginez, champion d'une catégorie sans victoire, c'est rare, c'est déjà arrivé mais c'est rare. Et en plus il faut noter que derrière eux, on retrouve quelqu'un qui peut se permettre de mener des grands prix de F1 sans F1. Oui, Bernd Melander. Et oui, avant le DTM, le pilote allemand est passé par la Porsche Super Cup. D'ailleurs, il y a une nouveauté qui était visible sur la grille. La monture. Alors c'était toujours une 911, certes, mais dans sa version évoluée, la Type 993. On ne pouvait pas la louper avec son aileron arrière imposant. D'ailleurs, c'est à ce moment que la Porsche Cup et Super Cup vont commencer à monter en gamme. Parce que là, on est bien loin des premières 944 Turbo Cup qui étaient accessibles aux amateurs. Pour vous dire que le championnat monte en gamme, cela ne va pas se faire que par l'évolution de la voiture, au contraire. Cela va aussi passer par les épreuves. La saison 1999 s'ouvre très tôt, mais pas en Europe. Non, cela se fait à Melbourne à l'occasion du Grand Prix d'Australie et pour 2 courses, dont l'une sera remportée par Stéphane Ortelli. Fort de l'expérience, elle est retentée pour les autres saisons, et ça va être très varié. Indianapolis va accueillir de 2000 à 2003 2 courses comme finale pour le championnat, avant d'avoir ce rendez-vous en plein milieu de la saison. La Porsche Super Cup, suivant le calendrier logique de la Formule 1, il est normal en 2004, Indianapolis se retrouve en milieu de saison. Par la suite, d'autres destinations vont être visitées. En 2005, ça va être une épreuve hors championnat à l'occasion du Grand Prix de Bahreïn qui va ouvrir les hostilités, avant de voir celle-ci en ouverture de 2006 à 2010. En 2009 et 2013, c'est Abu Dhabi qui va accueillir la finale de la saison, avant que celle-ci ne soit délocalisée en 2014 à nouveau aux États-Unis à l'occasion du Grand Prix des Amériques à Austin, et de 2017 à 2019, c'est Mexico qui accueillera la finale. La délocalisation hors d'Europe fait passer la Porsche Super Cup à un niveau mondial réputé et reconnu comme l'une des plus grandes catégories d'épreuves berlines. Il faut dire qu'au fur et à mesure de la croissance du championnat, le suivi et l'image médiatique du championnat se professionnalisent, jusqu'à la création du programme de détection des jeunes talents dans les coupes nationales de la Carrera Cup, qui va amener les heureux élus à passer en Super Cup et bien plus encore.
Bon, est-ce que ça vaut le coup que je vous parle en détail de cette 911? Ah oui, quand même. Parce que quand je vous dis que cette voiture a évolué au fur et à mesure du temps, je ne plaisante pas. Les Porsche 911 qui sont utilisés en Carrera Cup et en Super Cup sont les mêmes châssis. En plus, en 2021, la 911 Carrera GT3 Cup en est à sa 9e évolution. Et je peux vous dire qu'au fur et à mesure, elle a gagné en puissance, en fiabilité et même en comportement. D'ailleurs, à l'époque où j'étais sur les circuits, j'ai eu l'occasion de voir la 997 Type 2 de plus près. C'était très, très sympa comme voiture. Quoique, il y avait quand même une chose. Vous remarquerez sur les photos, il y a sur le bouclier avant une lame en plastique, mais qui est vraiment basique. Ah ça, je vous assure, elle est vraiment basique. Et là, retirez ce plastique, et là je vous garantis que votre voiture n'aura plus de train avant. Quand vous avez votre pilote qui vous dit ça, bah vous courez au plus vite à l'autre bout du circuit pour aller récupérer la dite pièce. Ah bah oui, au prix où c'est vendu, autant la récupérer. Eh, c'est Porsche, hein. C'est pas un bouclier avant de Clio Cup non plus. Ah non mais franchement, c'était à Dijon, tiens. Quand le pilote est rentré, il dit c'est assez bizarre, j'ai plus de train avant. Bah oui, il te manque un morceau de plastique sur le devant. Ah bah charge pas, c'est ça. Enfourcher le scooter, rouler à l'autre bout. Heureusement, il y avait un commissaire qui me l'avait récupéré. Et après, débrouille-toi pour tout refixer dessus. Ah là là. Il est vraiment bête ce morceau de plastique. Bon maintenant sur la dernière génération, c'est le fond plat qui est vraiment bien avancé. Mais encore avant, c'était vraiment le plastique. Très basique, mais dans son dessin, bah c'est bien simple. Je vais vous détailler un peu l'histoire de cette GT3 Cup, puisque maintenant c'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle a vraiment évolué. Tout d'abord, il y a la type 964, qui est assez basique pour une voiture de course. Et en plus, elle est équipée, comme je disais, d'un convertisseur catalytique et de l'ABS. La carrosserie en elle-même, elle n'est pas vraiment développée. Ensuite, quand on va passer à la 993, la voiture va commencer à se bodybuilder et à gagner en puissance, puisque cette fois, on va atteindre les 310 chevaux. Mais là où la voiture va vraiment passer un cap dans la mécanique, c'est avec la 996, où son flat 6 de 3,6 va se baser sur le bloc moteur de la GT1. Oui, la Porsche GT1 d'endurance. En plus, on a un kit carrosserie qui se veut sobre et discret, mais la voiture va commencer à prendre le nom de GT3 Cup. Bon, le look, on en est loin. Mais ça va commencer à changer en 2002 avec la 996 Type 2. Kit carrosserie, toujours discret mais travaillé, un aileron arrière imposant, une mécanique encore plus poussée puisque cette fois on atteint 375 chevaux, et avec un étagement de la boîte de vitesse qui est carrément retravaillé. Là, ça ne plaisante plus. En 2005, c'est encore une nouvelle évolution qui est basée cette fois sur la 997. Et ça va être un gap énorme, puisque cette fois-ci l'aérodynamisme est carrément plus efficace, et surtout elle commence également à partager des éléments de train roulant avec la 911 RSR. Là, cette fois ça commence vraiment à parler. Ensuite, la 997 GT3 Cup va connaître une évolution avec un nouveau moteur, le 388, qui cette fois va proposer 450 chevaux. Et il y a encore une évolution qui arrive en 2013, avec encore des évolutions majeures. Une nouvelle pointe de vitesse, qui cette fois permet d'avoir les palettes au volant. Il n'y a plus d'ABS. Les consommables sont issus de la Formule 1. Et les pneus qui sont fournis par Michelin, c'est du sur-mesure. Ça ne déconne plus. Et pour cette année 2021, place à la Type 992. Cette fois, on a vraiment une voiture qui se rapproche de sa version GT3. Déjà, la GT3 elle est imposante, mais cette fois on se rapproche de celle-ci et de la RSR, puisque ces trains roulants sont fortement inspirés de la version endurance de la 911, tout comme l'aileron arrière. Et le volant que les pilotes entre leurs mains, pareil, la RSR. Une petite RSR, c'est même plus une GT3, c'est une RSR. Du coup, la voiture, elle gagne encore en aéro, le moteur gagne en puissance, puisque cette fois il va proposer un peu plus de 500 chevaux, et en plus, il peut tourner avec du biocarburant au carburant synthétique.
Oui, oui, vous avez bien entendu. Parce que dès le début, on a vu que Porsche avait une conscience un peu économique et écologique pour un 944 Turbo Cup. Et c'est aujourd'hui, le constructeur de Stuttgart veut avoir une image d'un constructeur responsable pour l'environnement. L'utilisation de ses carburants, notamment avec son partenaire technique ExxonMobil, est un argument envers tous les sceptiques de la mobilité. Je sais que Porsche, comme d'autres constructeurs, commence vraiment à se tourner vers l'électrique, mais je vais me faire un peu un aparté à propos de ces carburants synthétiques parce que si ces carburants sont testés en compétition automobile, ils seront utilisés un jour dans nos véhicules du quotidien, thermiques ou hybrides. Ça veut dire une chose. Ça veut dire que le moteur thermique, il est pas mort. Et savoir que les futurs carburants sont testés en compétition, c'est vraiment un plus. La Porsche Super Cup est la première coupe à utiliser ce type de carburant. Alors, faut-il s'intéresser aux coupes Porsche, que ce soit la Super Cup ou même les différentes versions nationales de la Carrera Cup? Bon, la réponse semble évidente, mais il y a quand même des choses à savoir. Les coupes Porsche ne sont pas tous médiatisées. Par exemple, la Super Cup a la chance d'être en ouverture de la Formule 1, diffusée à la télé, tandis que les Carrera Cup partagent un calendrier avec d'autres championnats. Par exemple, si je prends la Carrera Cup France, qui est un championnat très relevé, elle partage ses manches soit avec le championnat de France circuit, soit le GT Open, ou le Mans Series, ou même le GT World. Les championnats anglais et allemands, eux, suivent la plupart du temps les autres championnats GT. Et ils peuvent même se permettre de venir visiter d'autres championnats. La plupart des pilotes qui sont jeunes, confirmés, ou même gentlemen, ils ont plus de chances de faire carrière dans le GT ou l'endurance. Et pourtant, je vous assure que ce sont des pilotes qu'il ne faut pas sous-estimer. Alors ils font partie d'un vivier de talents. Ils sont mis en lumière dans une coupe monomarque. Et ils arrivent à avoir une carrière digne de ce nom. Kevin Estre, Mathieu Jaminet, Julien Androuer, ils roulent sur de la Porsche. C'est pour vous dire, ils sont même pilotes Porsche. Hein. D'ailleurs, si vous revenez au début de la vidéo et que vous récoltez les noms des pilotes qui sont passés par la Carrera Cup et Super Cup, bah aujourd'hui, on a des pilotes d'usine et même des professionnels. C'est toujours intéressant de s'intéresser à ce qui se passe dans ces coupes, que ce soit la Porsche ou même les autres. Et d'ailleurs, si vous êtes je voudrais quand même vous dire une chose. Si vous êtes focalisé que sur les séries de monoplaces, que ça aille de la F1 jusqu'à la Formule Alpine, bah je vais vous faire une invitation. Je vais vous inviter à vous intéresser au gros tourisme. Alors, les championnats et les courses sont très animés et intéressants à suivre. Ils sont peut-être pas tous médiatisés, mais quand ils le sont, c'est gratuitement. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos, j'en ai déjà parlé sur les réseaux. Et je peux vous dire que suivre des courses de GT, que ce soit du monomarque ou du championnat européen, ça envoie. Et je peux vous dire que quand vous avez la chance de voir 60 voitures pilotées par 60 furieux qui attaquent à fond leur raidillon, même sous la pluie, c'est juste impressionnant. Vraiment. Bon bah voilà, la vidéo se termine. Hein. Bah, merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à donner votre avis, à commenter, à partager la vidéo. Ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, même au réseau. À suivre Starter donc sur YouTube et Twitter. En tout cas, merci à vous d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. Merci, bravo. À bientôt.